aujourd'hui, partout, on trouve des explications. Même le Fonds monétaire international commande des études sur les faillites à travers les siècles précédents. Mais en France, les gens n'ont pas compris cela. Ils pensent, oh, l'État fait faillite, bah, c'est pas grave, on efface les dettes, et puis on recommence à zéro. Et quand l'État fait faillite, on a ruiné tous les épargnants. Qui reprête? Donc, c'est pour ça, vous posez très bien la question. C'est pour l'État français, il pourrait donner 200 €, ne pas faire payer les charges sociales pour les entreprises dans les dom-toms. À ce moment-là, il n'y aurait pas de raison de les faire payer aussi. Il faudrait la même exonération pour toutes les entreprises en métropole. Ça coûterait une fortune. Il peut le faire. Ensuite, il va falloir qu'il aille sur les marchés pour chercher l'argent. Et qui va prêter? Les gens dont le patrimoine a baissé parce que leur portefeuille d'actions, la valorisation de leur portefeuille d'actions a été divisée déjà par 2,5 par rapport au plus haut. Les gens qui voient la valeur de leur maison baisser chaque jour, de leur appartement, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, à Londres et demain à Paris. Qui va oser prêter à des États qui ont déjà été impécunieux dans les périodes de prospérité et qui le sont encore plus, qui sont complètement inconséquents. Donc en fait, là, il va y avoir la grande épreuve de vérité. La grande épreuve de vérité. Même l'Allemagne, qui est le pays le plus sage de l'Union européenne, le plus puissant, il va y avoir la masse d'exportation de l'Allemagne, qui a des comptes équilibrés jusqu'à présent. Bon, là, ils vont rentrer en déficit, même parce qu'on rentre en crise, mais ils ont réussi à équilibrer leurs comptes. Ils ont d'ailleurs provoqué une baisse du niveau de vie de leur population au cours des 6 ou 7 années précédentes. Et donc, même l'Allemagne, lorsqu'elle a eu récemment des incidents lorsqu'elle est venue pour un emprunt, parce que vous savez que les États ne remboursent jamais leurs emprunts, ils réempruntent la masse de leurs emprunts, et en plus ils réempruntent le nouveau trou sur l'année. Donc en France on prévoit 100 milliards d'euros de déficit sur l'année 2009, je leur souhaite bon courage pour les trouver sur les marchés. Qui va prêter à l'État français alors qu'on voit bien qu'il y a une espèce de spirale folle qu'ils ne peuvent plus arrêter et que ces États vont faire faillite? La personne qui prête à l'État français prend un risque qui sera de plus en plus grand. Alors, on ne veut pas prévenir les gens, mais pour les États, il va y avoir une épreuve de vérité parce que même l'Allemagne, récemment, n'a pas pu placer son emprunt. C'était pourtant une somme assez... 5 milliards d'euros voilà, rapportés à l'Allemagne. 6 milliards, si je me souviens bien, et ils n'ont pu trouver que 4 milliards. Exactement, sur les 6 milliards. Or, le pays le plus puissant d'Europe, avec un outil industriel extraordinaire, un outil éducatif, une population très éduquée, des comptes équilibrés, un gouvernement sérieux qui ne dépense pas. Même l'Allemagne n'a pas réussi à placer ses emprunts. C'est-à-dire que pour la France, qui est un État impécunieux et dont tout le monde sait que c'est une fuite en avant, je leur souhaite bon courage. Et donc normalement, il devrait y avoir des incidents de paiement pour de nombreux États dans les mois qui viennent. On peut ajouter à cela que les agences de notation qui sont sur la sellette actuellement ont quand même révélé, à l'occasion d'une interview que deux de leurs membres importants ont donnée récemment, que finalement, la zone euro leur paraît, ils le disent officiellement, leur paraît relativement préservée, mais dans le cadre de la même interview, ils expliquent, sans souci de la contradiction, que finalement l'Angleterre a quand même un grand avantage, c'est qu'elle ne fait pas partie de la zone euro, qu'elle peut dévaluer sa monnaie. Or, nous savons très bien qu'il n'y a que deux variables d'ajustement dans ce genre de crise. Soit on dévalue la monnaie, et dans ce cas-là on repart sur une nouvelle base, soit c'est au niveau du chômage, au niveau de l'effondrement des entreprises que se situe la correction. Bon, nous, en France, nous faisons partie de la zone euro, nous n'avons pris aucune mesure qui permette de redresser la situation, car le plan actuel du gouvernement, c'est vraiment rapide sans sonner, c'est absolument négligeable, et donc nous allons tout droit vers une catastrophe majeure, que nous aurons eu l'amère satisfaction d'avoir annoncé avant tout le monde, mais enfin, ce qu'il faudrait maintenant, c'est essayer d'évaluer ce qui va se passer. Et de ce point de vue, j'ai un sentiment qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais qui est que malgré la mondialisation, malgré l'interaction évidente qu'il y a de toutes les situations économiques entre elles, on peut encore agir sur le niveau national. Par exemple, on peut parfaitement utiliser les marges de déficit que la situation nous permet d'avoir actuellement, puisqu'auparavant nous étions bloqués par les critères de Maastricht,
on peut les utiliser pour des baisses d'impôts, des baisses de charges qui permettront aux entreprises de respirer un peu. Ce serait plus sain que de distribuer des subventions à l'industrie automobile, qui en fait n'est pas subventionnée, mais c'est ce c'est expliqué Christian Streff, le PDG de PSA Peugeot Citroën, ce matin au micro de Jean-Michel Apathy. Il disait, mais nous avons besoin d'argent parce que les banques ne prêtent pas. Alors c'est tout à fait extraordinaire. On donne de l'argent aux banques, on leur en prête. Pour qu'elles prêtent, elles ne prêtent pas. Donc c'est une situation délirante. Le mieux, ce serait que l'État arrive une bonne fois pour toutes à baisser les impôts et les charges. Au moins, au niveau français, nous arriverions à, je dirais, une petite avancée qui nous permettrait de mieux sortir de la crise. Oui, tout à fait. De toute façon, nous ne ressortirons de cette crise. D'abord, il va falloir que nous descendions et que nous descendions très bas. Ensuite, il faudra éviter, parce que ça créera, l'effondrement de l'État créera une grande misère sociale, donc il faudra éviter la période de chaos. Donc il va falloir qu'il y ait des hommes politiques à poigne, dignes de ce nom et qui soient fermes. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas aujourd'hui. Et puis ensuite, nous ne repartirons que si nous relançons la machine à créer des richesses. On ne peut pas les répartir avant de les créer. Pour relancer la machine à créer les richesses, il faudra favoriser l'investissement et favoriser le travail. Il va falloir baisser les charges et les impôts, à la fois sur l'investissement et sur le travail. L'inverse de ce qui est demandé par les gens qui aujourd'hui passent dans les médias. Et c'est tout à fait étonnant parce que vous avez des gens qui fondent leur parti. Vous avez M. Mélenchon, il est tout seul, il est sénateur, il monte son parti et il se retrouve dans des grandes émissions de débat le soir à lui tout seul, alors qu'il ne représente rien, il ne s'est jamais présenté. Vous avez Olivier Besancenot qui avait fait un score très faible à la présidentielle et qui a 8000 adhérents. Et qui a 8000 adhérents et qui, de manière systématique, à qui on demande son avis. Et donc il faut voir dans quel état de délabrement intellectuel est la société française et dans les pertes complète de repères, où ce sont des ostrogoths, des gens qui n'ont aucune solution, sinon de nous enfoncer encore plus et qui sont à l'origine de la crise, à qui on donne le plus souvent la parole, sous prétexte qu'effectivement ils sont contestataires par rapport au pouvoir. Mais c'est hallucinant. Les gens qui seraient à même de dire ce qu'il faut faire ne sont, pour l'instant, pratiquement jamais interrogés encore par les médias en France et jamais consultés. C'est-à-dire que les médias, c'est ce que j'ai écrit dans un récent article sur le site claudereichmann.com, les médias tendent le micro à ceux qui ne rêvent que d'une chose, emprisonner ceux qui leur ont tendu le micro, parce qu'ils font partie naturellement du système qu'ils veulent abattre. Ça n'est pas très original, c'est une affaire qui se passe à chaque révolution. Et bon, nous allons vraisemblablement, si la situation continue à dégénérer, revoir des incidents semblables. Espérons toutefois que la raison reviendra, mais elle ne reviendra pas à travers ceux qui s'expriment actuellement dans les médias et qui sont incapables, bien entendu, d'avancer la moindre solution. C'est très étonnant. Hier, vous aviez une représentante de la CGT, une représentante de M. Mélenchon, plus d'autres intellectuels qui étaient en plein délire et en face les membres du gouvernement, de l'UMP qui essayaient de contrer leurs arguments de manière à la fois juste mais sans aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Ils ne sont pas convaincus eux-mêmes de leurs propres idées. Ce sont des idées qu'au fond, qu'ils sont obligés de porter par convenance électorale, mais qui ne sont pas vraiment les leurs. Profondément, tous ceux qui nous dirigent d'une manière ou d'une autre sont socialistes. Du fond de leur âme, du fond de leur être. Ils sont socialistes et au fond, nous allons vivre la crise du socialisme et l'effondrement du socialisme parce que personne n'aura incarné une autre idée. Complètement. L'effondrement, je dirais même planétaire du socialisme. Oui. C'est ce à quoi nous allons assister dans un énorme fracas dans les années à venir, et c'est l'ensemble des États de la planète qui sont tous socialistes. Il n'y en a pas un seul qui soit équilibré, il n'y en a pas un seul qui prélève pas trop par l'impôt, qui n'ait pas trop de dépenses sociales et publiques, et tous sont à la merci aujourd'hui d'un effondrement, et aujourd'hui toutes les situations que personne n'imaginait, et c'est pour ça qu'il y a une accélération de l'histoire que personne n'imaginait il y a seulement un an, eh bien aujourd'hui tout est possible et les solutions, les situations les plus inimaginables il y a un an se produiront et sont aujourd'hui très envisageables.
Eh bien, ce sera notre conclusion. Je vais même pouvoir la traduire dans la langue de M. Obama. Yes, we can. Tout est possible, disiez-vous. Exactement. Eh bien, sur cette petite plaisanterie finale, madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que, en dépit de la gravité de la situation, vous nous avez écoutés sans trop de déplaisir. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Gardez courage, surtout, c'est important. À bientôt. Vive la France.